Rav Lemel, la parole est à vous. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver ce soir pour cette conférence exceptionnelle à deux voix, regard croisé entre le professeur Michel Lejoyeux et moi-même sur, au fond, la place et l'importance de l'autre dans des moments de crise. Alors, je ne reprends pas exactement le titre. Je voulais d'abord remercier le professeur Lejoyeux qui est chef de service en psychiatrie, en addictologie. Alors, si je commence à donner tous ces titres et tout ce qu'il fait, ça va prendre beaucoup de temps, qui a écrit, je pense, 10, 11, 12 ouvrages, je crois qu'on les compte plus, sur des thématiques passionnantes, et qui nous fait l'amitié de partager, en effet, un certain nombre de réflexions avec nous dans ces thématiques dans lesquelles il excelle. Et d'habitude, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui a trait à l'univers des addictions. Et ce soir, eh bien, nous allons plus nous tourner vers le professeur en psychiatrie pour essayer de nous ouvrir à la place et l'importance de l'autre à un moment de crise. Alors, je vais lui céder immédiatement la parole et cette conférence, ce regard croisé se passera en deux temps. Tout d'abord, nous allons écouter le professeur Lejoyeux intervenir. Dans un second temps, je me permettrai aussi d'intervenir de mon côté. Et puis par la suite, vous aurez évidemment la possibilité de poser vos questions. Mais afin que ceci se passe de la meilleure manière possible, sachez que nous avons bloqué les conversations internes. Par contre, vous pouvez toutes et tous, quand vous le désirez, envoyer à celui que l'on appelle l'animateur vos différentes questions par écrit et celui-ci les enverra au professeur Lejoyeux ou à moi-même. À vous de préciser à qui s'adresse cette question afin que nous puissions avoir par la suite une séance de questions-réponses. Merci de votre présence à toutes et à toutes. Merci beaucoup, 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 professeur Lejoyeux, d'avoir accepté d'être parmi nous parce que je sais qu'en cette période, vous avez encore plus de travail que d'habitude, non seulement dans le cadre de votre service, mais aussi dans bon nombre d'univers qui ont besoin de vos conseils éclairés, de votre réflexion. Et c'est une grande joie de pouvoir être à votre écoute. Et bien entendu, à vous la parole. Merci, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis très, très content d'être avec vous. C'est vrai que c'est un média un petit peu différent de ce qu'on utilise d'habitude, ces conférences Zoom. Et puis, je trouve ça quand même amusant de croiser les regards. C'était un peu le sujet qu'on avait réfléchi ensemble sur l'autre, l'importance de l'autre. Moi, je vais essayer juste de vous montrer que l'autre, c'est bon pour le cerveau et c'est bon pour... Donc, finalement, la relation à l'autre, c'est véritablement de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'au fond, on se fait du bien et on fait du bien à son cerveau. Et du coup, j'ai regardé un petit peu, quand vous m'avez fort gentiment proposé de présenter cela avec vous, j'ai un ce qu'il y avait. On va commencer par quelque chose qui n'est pas tout nouveau, qui est ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est quelque chose d'un peu magique, les neurones miroirs. Ça a été découvert il y a une quinzaine d'années en Italie. Et de quoi on s'est aperçu? Il y avait des chercheurs italiens qui travaillaient sur l'activité. Et donc, ils avaient leur côté d'eux et ils travaillaient sur cette activité cérébrale. Ils vont déjeuner et ils ne pensent pas à débrancher les machines qui enregistrent l'activité cérébrale des singes. Et ils s'aperçoivent de quoi? Ils s'aperçoivent que quand les singes les voient en train de manger leur sandwich, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le sandwich, je vous laisse imaginer, mais qu'en tout cas, quand les singes voient les chercheurs sandwich, ils activent naturellement les neurones miroirs. Et on s'est aperçu qu'au fond, quand on voit quelqu'un agir, quand on est en relation avec l'autre, ça va, qu'on le veuille ou non, même si on s'ennuie, même si là, ce que je vous ennuie vous paraît pas intéressant, vous avez coupé les micros, donc vous ne pourrez pas le dire, comme ça vous n'allez pas pouvoir le faire partager à tout le monde, mais il paraît que ça arrive dans des conférences Zoom. Donc même si vous pensez ça, je suis en train de stimuler une partie de votre qui s'appelle le neurone miroir, qui est donc sensible à l'émotion. Et ce qu'ont vu les chercheurs italiens qui était amusant, c'est que quand ils mangeaient un sandwich,
c'est un truc qui voulait dire quelque chose pour les singes, ça stimulait les neurones miroirs, mais qu'à l'inverse, quand ils tenaient un stylo, ce qui n'est pas quelque chose dont se servent, quand ils voyaient le numéro, eh ben, ça ne stimulait pas les neurones miroirs. Donc, il y a deux conditions pour stimuler ces neurones miroirs. Un, qu'on voit quelqu'un, qu'on écoute quelqu'un, et deux, que ce qu'ils nous disent soit édulcie nos... Ça, c'est la première étape au niveau biologique. Il y a une deuxième étape tout à fait étonnante qui a découvert une molécule qui s'appelle l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, au départ, c'était utilisé, dont tu avais peut-être entendu parler, du syntocine. C'est une molécule qui augmente les contractions de l'utérus. Donc, c'était au départ utilisé par les obstétriciens pour rendre les accouchements plus rapides et éventuellement plus faciles. Mais on s'est aperçu que l'ocytocine, cette étrange molécule, elle est aussi la molécule qui nous donne envie d'aller vers l'autre. C'est la molécule qui va nous donner l'envie d'aller vers l'autre. On a vu ça chez des bébés animaux, par exemple. On a vu qu'au moment où les bébés ou les adolescents animaux, on va le dire comme ça, ont envie ils ont un pic d'ocytocine. Il y a même des gens qui ont dit que l'ocytocine, c'était, mais je laisserai le Rav Lomel expliquer ça, que c'était l'hormone ou la molécule de la fidélité, qu'en fonction du taux haut ou bas, de moins fidèle. Mais ça, c'est peut-être un peu plus, qui est un peu plus dangereux. Mais en tout cas, ce qu'on a vu de manière très amusante et très intéressante, c'est à quel point une molécule, l'ocytocine, est stimulée dès qu'on rentre en contact avec l'autre. Donc, on stimule le neurone miroir, on stimule cette molécule qui s'appelle l'ocytocine. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on en a absolument besoin pour la santé. Donc, ça veut dire qu'un cerveau qui n'est pas stimulé dans des relations avec l'autre, est un cerveau qui s'éteint. Vous savez, il y avait un roi très cruel qui avait décidé de connaître la langue naturelle des enfants. Et ce roi, terrifié, il avait demandé à ce que des enfants soient élevés sans personne autour d'eux, sans personne qui leur parle, sans aucun contact, en se disant à un moment, ils vont se mettre à parler. Et la langue qu'ils vont prononcer va être la langue naturelle, la langue universelle. On en voulait depuis tellement longtemps, on va enfin la trouver, cette langue universelle. Sauf que ce qui s'est passé, une vieille histoire qui date du XVIIIe ou du XIXe siècle, c'est que les enfants qui on ne parlait pas ne se sont jamais développés, ils n'ont jamais pu survivre à cette épreuve considérable que représente l'absence de contact. Donc, l'autre, c'est absolument vital. Et c'est pas. Alors, bien sûr, c'est vital intellectuellement, c'est vital philosophiquement, mais c'est aussi vital biologiquement. Les neurones miroirs, l'ocytocine, une autre chose que vous repérez souvent dans la vie quotidienne, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Quand vous êtes avec quelqu'un qui va vous dire des choses agréables, renvoyer des émotions positives, vous allez plutôt être tenté, vous aussi, d'éprouver des émotions positives et de les dire. Et là encore, une preuve du fait que nos propres émotions sont totalement dépendantes des émotions, des émotions de notre entourage. Et je voudrais vous présenter maintenant une étude qui vient de sortir, qui est sous presse, c'est tout chaud, elle n'est pas encore publiée, dans une revue de psychologie nord-américaine, qui a été conduite par une psychologue qui s'appelle Hannah Dean. Hannah Dean a fait quelque chose d'étonnant. Elle a construit un logiciel qui avait pour objectif de dépister dans des textes. Alors, ça pouvait être des journaux de personnes bien portantes ou malades, ou des écrits littéraires, ce qui, dans les textes, est un marqueur soit de bonne humeur, soit de mauvaise humeur, soit de santé, soit de maladie. Donc, elle a construit un logiciel très, très compliqué, où elle comptait tous les mots, elle cherchait les occurrences de mots, elle cherchait les séquences de mots, et avec son logiciel, qui était vraiment un compteur de mots, compteur au sens de compte, C-O-M-P-T-E pour compter, elle faisait rentrer dans sa main les propos des uns et des autres,
et à la fois de ses patients. Et puis, elle a eu envie, parce qu'elle était aussi chercheuse en littérature, elle a eu aussi envie de faire rentrer dans sa machine à analyser les mots, et c'est là où ça devient assez magique, elle a eu envie de faire rentrer des œuvres littéraires. Et elle a pris, comme elle est américaine, un auteur dont on sait qu'il a eu des humeurs particulièrement fluctuantes, qui était Edgar Allan Poe. Vous savez qu'Edgar Poe, qui avait écrit les histoires fantastiques, était quelqu'un à qui il était arrivé des choses très désagréables, il avait connu des grands drames dans sa vie, et il a eu des vrais moments presque enfin sans doute de dépression. Et ce qu'a montré Anna Dean, et là ça devient très intéressant, c'est que les mots qu'utilisait Edgar Poe avant l'apparition de sa dépression, avant l'apparition de ces moments d'émotion, étaient prédictifs de son état. Et donc du coup, Anna Dean en arrive à savoir les mots qui font du bien et les mots qui ne font pas du bien. Pour le dire autrement, il y a des expériences de notre vie qui nous font du bien et des expériences qui ne nous font pas du bien. Et avec Edgar Poe, c'est facile parce qu'Edgar Poe a connu deux situations dans sa vie. Une quand il a perdu sa femme, l'autre quand il a eu une autre et une autre étonnante quand il a réussi, quand il a connu la gloire littéraire. Il n'a pas plus supporté la gloire littéraire que l'isolement familial. Et au fond, et vous allez voir, donc elle prend les écrits, elle prend les lettres, elle prend tout ce qui a écrit Edgar Poe. Et qu'est-ce qui est un marqueur de mauvaise humeur, de mauvaise santé? C'est quand Edgar Poe écrit « je » et pas « nous ». Vous voyez, on en arrive à l'autre, et c'est comme ça que j'y arrive. Quand, dans notre vie, on a des actions uniquement individuelles, quand on pense uniquement en « je », c'est un marqueur de moindre résilience, de plutôt plus mauvaise humeur que quand on pense en nous. Et on voit une corrélation très précise entre les moments où Edgar Poe écrit « je » et les moments où il est triste, il se sent mauvais, il se sent en colère, il se sent énervé, et les moments où il écrit « nous » et les moments où, au contraire, il est content. Donc, vous voyez, là on a une vraie idée quand on a des activités en commun. Quel que soit le « nous », on a des activités qui vont être plus pourvoyeuses d'émotions positives et qui vont être plus annonciatrices de résistance à globalement la dépression que quand on écrit en « je ». Anna Dean va même un petit peu plus loin. Elle dit, bien sûr, il faut qu'on ait des relations au sens collectif. Il faut qu'on soit capable de parler d'un « nous ». Le « nous » peut être un groupe. Là, je vois qu'on est « nous », les participants. Le « nous » peut être des amis, peut être tout groupe que l'on veut, peut être une famille, peut être un couple. J'imagine que vous en parlerez tout à l'heure. Mais quel que soit le « nous », il est mieux qu'un « je ». Quel que soit le groupe qu'on a, il est un marqueur. Et l'autre chose que dit Anna Dean, qu'elle nous conseille comme manière d'aller bien, c'est non seulement d'avoir des expériences, mais c'est de s'en souvenir. Et quand on s'en souvient, quand on va être capable de tenir un journal, alors journal réel, journal un petit peu symbolique, de ces expériences multiples, là encore on va bien. Donc vous voyez, tout va dans le sens, que ce soit les neurones miroirs, l'ocytocine, et l'exemple d'Anna Dean pour nous dire, je parle au singulier, j'annonce quelque chose qui est plutôt triste, j'annonce quelque chose qui est plutôt flou, je parle au pluriel, je suis au contraire capable de préparer, comme on pourrait dire, un moment de bonne humeur. Et vous voyez, donc ce sujet qui pourrait apparaître un peu, j'allais dire, un peu lointain, un peu abstrait, fait vraiment l'objet aujourd'hui de travaux de recherche. On cherche même aujourd'hui des marqueurs de ce qu'on pourrait appeler l'envie de voir l'autre. Alors ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on voit l'autre? Et on a aujourd'hui toute une série de marqueurs, notamment au niveau cérébral, qui peuvent expliquer si on a envie ou pas. Et pour vous faire rire, ce qui était un des bons marqueurs d'ailleurs étant la fluctuation de la testostérone qui existe autant, pas des taux
que chez la femme. Donc, ce qu'on a montré, qui est très étonnant, c'est que chez l'homme, la difficulté à entrer en relation avec quelqu'un à qui on tient va être plutôt un mobilisateur d'attrait, alors que chez la femme, au contraire, les femmes sont probablement plus pragmatiques, réalistes. Elles vont s'intéresser d'autant plus aux relations que ces relations ont une base réelle ou concrète. Mais là encore, tout va dans le même sens. Vous voyez, je vous laisse une idée très simple, c'est que nous avons toute relation affective, amicale, familiale, amoureuse va être bonne pour le cerveau. Dernier paramètre très étonnant, c'est ce qu'on appelle le facteur de croissance des neurones. Vous savez, on vous raconte tout le temps que vous perdez des neurones avec l'âge, que c'est une fatalité, qu'il n'y a rien à faire, qu'on va finir tous sans aucun neurone. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que nous avons des activités qui font pousser nos neurones. Plus exactement, de croissance. Et qu'est-ce qu'on a montré? On a cherché au fond des éléments objectifs. Vous voyez, on a là quelque chose d'objectif qui est un marqueur cérébral de ce qui va faire du bien aux neurones. Souvent, les gens pensent que ce sont les exercices intellectuels, les grandes réflexions, mais ça ne joue pas du tout sur le facteur de croissance des neurones. Ça ne sert absolument à rien. Il y a deux choses qui vont agir sur le facteur de croissance des neurones. C'est l'activité physique. C'est tellement vrai que service de gériatrie, quand on veut maintenir les capacités cognitives des personnes âgées, et l'autre sont les relations. Donc, pour garder un cerveau jeune, un cerveau qui se développe, on a besoin de deux choses principalement. Un, de relations, et deux, d'activité physique. Et là encore, on a aujourd'hui des marqueurs de l'activité cérébrale, de l'oxygénation du cerveau. On voit que toute relation, alors plus elle est intense, plus on y est impliqué, plus elle est forte, plus l'effet sur le cerveau va être important, mais qu'en tout cas, toute relation à l'autre va stimuler la zone du cerveau dont on a particulièrement besoin, qui s'appelle les zones profondes du cerveau, qu'on appelle aussi l'amygdale, et que ces zones du cerveau ne sont dépendantes que des relations. Donc, vous voyez, l'ocytocine, le facteur de croissance des neurones. Donc, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, quand vous assistez à une conférence Zoom, comme on est en train de le faire, vous êtes en train de faire pousser des neurones. Si en plus vous êtes capable un peu de courir devant votre ordinateur ou de vous lever et de faire des allers-retours, on ne vous voit pas, il y en a plein qui ont coupé leur vidéo, vous pouvez faire des tours sur vous-même encore plus stimulant. Quand on se demande qu'est-ce qui stimule la bonne santé, les facteurs sont très simples. Celui-là, la relation en est un. Et plus on va être impliqué dans le monde, plus ça va être important. On a comparé relations en ligne et relations en réel. Ce qui est important, ce n'est pas la modalité, c'est l'intensité émotionnelle. Plus il y a un fort investissement émotionnel, que ce soit en ligne ou en réel, plus on va stimuler ces neurones. Et vous voyez bien la différence entre avoir plein de likes sur Internet, de gens dont vous vous fichez, que vous ne connaissez pas. Ça ne va pas vous faire pousser les neurones, ça ne va pas augmenter l'ocytocine, ça ne va pas être un facteur de stimulation. Et on ne peut pas échapper à l'actualité, ça ne va pas échapper. On sort d'une période, où on a diminué, on a parlé d'isolement, de distanciation physique, mais évidemment sans distanciation sociale. Et nos collègues anglais du King's College, le King's College est une institution extrêmement savante qui est basée à Londres, ont recherché de manière très objective ceux qui pouvaient ou pas nous protéger dans ces temps de crise, parce qu'on ne peut pas imaginer que tout ce qu'on a vécu ne va pas changer les stratégies qu'on a pour se protéger. D'habitude, il y avait un buffet, pas sûr, malgré l'extraordinaire ordre de l'Ève, je ne suis pas sûr qu'il y aura le buffet. Vous allez le faire tout seul après la conférence, mais en tout cas,
sont les facteurs protecteurs et qui ont un effet objectif, notamment comme on a pu vivre, en cas de pandémie. La première chose dont on s'est aperçu, le premier trait de personnalité, qui est un trait de protection, on vient de le découvrir, c'est donc, alors je vous redonne la référence exacte, c'est Samantha Brooks du King's College. Elle a découvert que le trait de personnalité le plus protecteur, ce n'était pas la bonne humeur, ce n'était pas l'optimisme, c'était l'altruisme, la capacité à faire attention à l'autre, à faire des choses pour les autres, à prendre l'autre en compte, à constituer, comme on est en train de le constituer, ce facteur-là est un facteur de protection et de protection indiscutable vis-à-vis du stress comme on a pu tous le connaître. Donc, très très simple, vous faites passer des échelles d'altruisme et vous comparez les scores d'altruisme de ceux qui vont résister ou pas. Alors, les études du King's College ne viennent pas de l'épidémie actuelle, mais viennent de toutes les autres épidémies et de toutes les autres catastrophes naturelles. Et ils montrent que ceux qui font preuve d'altruisme, ceux qui s'intéressent à l'autre, font au fond très attention à leur santé. Et au fond, vous voyez, tout va dans le même sens. On se demande comment résister à ces choses imprévisibles qu'on a pu traverser, à ces drames individuels. Une chose est indiscutablement protectrice, c'est la capacité à s'investir dans la relation à l'autre. Et au fond, donc, cet altruisme est clairement quelque chose de protecteur. Il y a deux, trois autres facteurs, pour terminer, qu'ont donné les psychiatres du King's College. Le premier, c'est une relation à l'information. Vous avez vu, on est confronté à une information en permanence et à quel point celui qui est face à des nouvelles va beaucoup s'en sortir, va être beaucoup plus en difficulté que celui qui va être capable de se construire une relation à l'information rassurante. Et puis, la dernière chose, c'est, et puis sur ce sujet, je suis beaucoup moins compétent que Laura Lemel, qui va vous en parler après, c'est la capacité à donner du sens à un événement. Et il y a un lien entre la capacité à donner du sens, la capacité à s'engager pour l'autre, à être altruiste, les deux corrélés, et nos possibilités de parler de résilience. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est de mobiliser en soi, pour soi et pour les autres, des traits de personnalité qui nous aident à résister. Donc, la relation à l'autre, la capacité à donner du sens et la capacité ne pas partir dans toutes les élucubrations et toutes les fausses informations qu'on peut nous donner. Donc, vous voyez, plutôt que d'aller chercher, j'allais dire aujourd'hui, on est loin d'avoir des vaccins, on est loin d'avoir des protections à 100% vis-à-vis de cette épidémie, et certains le savent plus que d'autres qui ont été directement touchés, mais on sait qu'il y a des traits de caractère qui sont protecteurs et qui sont objectivement protecteurs. Donc, on a un médicament à notre portée. Ce médicament, c'est la relation à l'autre. C'est un médicament absolument sans danger. Il n'y a pas d'addiction dans il n'y a pas d'addiction dans l'altruisme et il n'y a pas d'addiction dans la capacité à donner du sens. C'est sur ces trois pierres de construire avec dit maintenant et qui va être l'essentiel. Moi, je n'ai fait que poser quelques éléments biologiques, les bases de votre résilience. Merci beaucoup, professeur Lejoyeux. C'était un vrai bonheur de vous entendre, même si de temps en temps, au niveau de la connexion, ce n'était pas exceptionnel, mais on a parfaitement compris votre message. D'ailleurs, je pense que même pour les questions, peut-être qu'on passera directement via votre iPhone, que ce sera peut-être un peu plus simple. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'était absolument merveilleux. Alors, évidemment, vous m'avez offert une suite sur un plateau d'argent, j'ai envie de dire, parce que à travers les derniers mots que vous avez exprimés sur ce qui va permettre à quelqu'un de s'arracher à la difficulté à laquelle il se trouve actuellement dans cette confrontation à cette pandémie avec tout ce qui va autour, la fonction de la relation à l'autre, cette notion de donner du sens, évidemment, on retrouve parfaitement
les enseignements de la Torah et on va essayer de voir où la Torah nous en parle. Tout d'abord, eh bien, lorsque on regarde nos textes, il y a à un moment une histoire entre deux maîtres. Il y a deux maîtres qui étaient très proches. Et ces deux maîtres qui sont très proches, eh bien, il y en a un qui s'appelle Rabbi Yochanan et l'autre s'appelle Resh Lakish. Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont deux maîtres qui étudient ensemble et qui se confrontent l'un à l'autre. Et puis, à un moment, eh bien, Rabbi Yochanan va disparaître et l'autre va dire Chavruta ou Mituta. Il va dire, eh bien, si je n'ai plus d'amis face à moi avec lequel je peux créer cet échange, eh bien, évidemment, la vie n'a plus sa raison d'être. Comme si, au fond, on ne peut pas imaginer la construction d'une relation à soi-même si on n'est pas confronté à l'autre. On va quand même essayer de réfléchir sur ce qui se joue lorsque nous sommes confrontés à cette situation de crise. Qu'est-ce qui se passe au fond dans une situation de crise? Eh bien, c'est que la réalité n'est plus celle que l'on avait imaginée. La réalité n'est pas celle que l'on a imaginée. Il y a quelque chose de nouveau qui s'introduit à l'intérieur de notre existence. Et évidemment, cette dimension qui s'introduit à l'intérieur de notre vie est bouleversante. Elle est bouleversante et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, nous sommes dans une forme de déni. Nous ne voulons pas accepter que cette réalité soit là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle nous fait peur, et surtout ici, parce qu'à un moment, elle peut nous toucher, elle peut nous atteindre, et donc elle réveille chez nous une forme d'angoisse, une forme de peur, et tout ce qui peut aller autour de cela. Donner du sens, qu'est-ce que ça veut dire au fond dans la tradition juive? Il y a un texte qui nous dit « En adam nokef etzba'u milmata, ela imken machizim alav milmala ». Alors, je fais la traduction littérale et après, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Nos maîtres disent « Personne ne se pince le petit doigt ici-bas si, au fond, les choses n'ont pas été décidées dans les mondes supérieurs. » Donner du sens pour la tradition juive, c'est savoir que chaque événement auquel nous allons être confrontés prend sa racine dans quelque chose qui nous dépasse et ce que l'on attend de nous, c'est de savoir en faire quelque chose. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Aujourd'hui, on se situe dans ce que j'appellerais un Nisayon. Un Nisayon, c'est quoi? C'est une épreuve. C'est quoi la définition de l'épreuve dans la tradition juive? Alors, beaucoup de personnes pensent que l'épreuve, c'est le drame. C'est le drame. C'est la catastrophe. Et nos maîtres de nous dire, absolument pas. Une épreuve, c'est quoi? C'est quand, par exemple, vous me demandez une pièce de 1 euro et que je mets la main dans la poche et que je sors une pièce de 2 euros. Vous allez dire, mais c'est pas une épreuve, au contraire. Tu cherchais 1, tu as trouvé 2, c'est génial. Non. C'est que maintenant, je vais être obligé de faire quelque chose. Je vais être obligé de remettre la main dans ma poche et de chercher une autre pièce pour pouvoir te la donner. Traduction, il y a rupture entre mon désir et la réalisation de celui-ci. La réalité n'est pas celle que j'aurais voulu. C'est ça le principe de l'épreuve. Lorsque la réalité n'est pas celle que je voulais. Et ce n'est pas nécessairement lié au drame. Or, on est toutes et tous d'accord que d'aucune manière, nous ne voulons que la réalité de notre quotidien soit l'univers du confinement, soit l'univers de la peur, soit l'univers de ces protections. Évidemment, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, nous sommes à l'intérieur d'une épreuve. Très bien. Là, bien sûr, il y a certaines personnes qui vont nous dire « Oui, mais l'épreuve, c'est pour punir. » On va mettre ça de côté. Parce que celui qui vous explique ça, vous me le présentez, j'ai toujours rêvé de parler à Dieu et de le voir. Ceux qui vous disent « Ceci est pour cela, cela est pour ceci », en fin de compte, ils se prennent pour Dieu. Ils sont en train de nous dire « Je sais le pourquoi des choses ». Ça, c'est complètement ridicule. Par contre, la question est de savoir qu'est-ce que je vais faire de cet événement et sur la base de quoi je peux maintenant construire quelque chose. Et vous allez voir que ça se retrouve même dans le mot épreuve en hébreu. Le mot épreuve, en effet, se dit nisayon, nisayon, épreuve. Ce mot nisayon, qui veut dire épreuve, a une racine, et cette racine, c'est le mot nes. Nes signifie à la fois miracle, mais en même temps nes signifie un étendard. En effet, il y a un verset qui nous dit «
Harimunes al ha'amim. Élevez votre étendard sur les nations. C'est un verset donc qui nous montre bien que le mot nes veut dire aussi un étendard. Alors tout d'abord, c'est quoi le miracle? Eh bien, le miracle, c'est qu'on soit capable, en premier lieu, de faire quelque chose de l'événement et non pas de se laisser absorber par celui-ci et de le subir. Être capable de faire cela est considéré comme un miracle, non pas dans la définition miraculeuse. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à nous arracher à quelque chose et à partir de cela, ne pas être victime de l'événement, mais de décider d'en faire un étendard. C'est quoi un étendard? Un étendard, c'est un identifiant. Un drapeau, c'est un identifiant. Lorsque vous levez un drapeau au ciel, eh bien, on vous identifie. Vous avez le drapeau de la France, de la Belgique, de ce que vous voulez, vous êtes identifié. L'épreuve va être un lieu dans lequel on va identifier l'individu. C'est-à-dire, on va lui révéler ce qu'il est à travers la manière dont il décide de l'utiliser par rapport à lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas inintéressant de voir qu'en hébreu, vous avez un second terme qui désigne le concept de l'épreuve, qui désigne, pardonnez-moi, la notion, le drapeau, l'identifiant. Il y a Nes, mais il y a aussi Dégel. D'ailleurs, c'est un terme que souvent les gens connaissent plus. On leur dit, c'est quoi un drapeau? C'est Dégel. Mais Dégel, le drapeau, c'est la même chose que Nes, un étendard, c'est le même principe. Dégel, ce sont 3 lettres. Dalet, Gimel, Lamed. Avec ces 3 lettres, vous faites un autre mot. Et vous savez que pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de la mystique, eh bien, il y a beaucoup de concepts que l'on découvre à travers la réorganisation des lettres à l'intérieur du mot. Avec ces 3 lettres du mot Dégel, qui veut dire un drapeau, vous faites un autre mot qui est le mot Gadol, qui veut dire grand. L'expression de la grandeur, elle se retrouve à travers la capacité que l'on a dans une épreuve, c'est-à-dire lorsque la réalité n'est pas celle que l'on voudrait, de savoir en faire quelque chose et d'en faire le support d'une nouvelle grandeur. Donner du sens, ce n'est sûrement pas essayer de faire des explications de texte sur le pourquoi du comment, de désigner les coupables, de désigner… Pas du tout. C'est essayer de grandir. Et la première dimension de notre grandeur, c'est de vouloir voir dans l'événement quelque chose qui pourra nous aider à grandir. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui va nous aider à grandir? Eh bien, c'est là où, en effet, on se retrouve de manière incroyable. Lorsque on est face à une situation, eh bien, la question numéro 1, elle est de savoir, est-ce que je suis centré sur moi-même ou au fond, je pense l'autre en premier lieu? Alors, évidemment, je ne peux pas me tourner vers l'autre si moi-même je n'existe plus. Mais la question qu'on se pose est la suivante. Quelle est la place que je dois jouer maintenant dans l'économie de l'univers? Quelle est l'attente qu'a le créateur de l'univers vis-à-vis de moi dans une situation pareille? Eh bien, c'est là où, en effet, va s'ouvrir la seconde dimension. Évidemment, ce que le professeur a dit tout à l'heure sur l'autre, dans la fonction qu'il joue par rapport à moi, les neurones miroirs et toutes ces choses-là, nous le savons parfaitement. D'ailleurs, nous le voyons de manière très forte dans la tradition juive, où la notion de tsibour, c'est-à-dire la notion de communauté, est fondamentale. D'ailleurs, ces synagogues qui malheureusement sont fermées aujourd'hui, on espère que ça sera pour fort peur de temps encore, s'appellent Bet HaKnesset, le lieu non pas de prière. Une synagogue, ce n'est pas Bet Tfila, un lieu de prière, mais c'est Bet Knesset, le lieu du kinous, le lieu du rassemblement, le lieu où d'abord, avant même de prier, on se retrouve ensemble et surtout, comme le disent les maîtres de la tradition juive, c'est le lieu dans lequel le concept même du tzibour, de ce moment dans lequel on se retrouve, fait que nous avons des énergies nouvelles qui nous permettent d'accéder à une dimension que l'on ne pourrait même pas imaginer auparavant, même dans l'univers du spirituel, mais ça c'est déjà un autre sujet. Mais moi j'ai envie de m'arrêter sur l'importance qu'a l'autre
dans la relation d'altérité. C'est-à-dire, quelle est la réflexion première que l'on a lorsque l'on est confronté à notre difficulté. Et plus particulièrement dans ce cas-là, c'est d'imaginer la difficulté de l'autre. Et imaginer la difficulté de l'autre, c'est se renvoyer à soi-même une question. Que puis-je faire pour cet autre? Que puis-je faire pour lui? Et à ce moment-là, je réhabilite ma place. Pourquoi je réhabilite? Parce que quand on est face à une inquiétude, on se pose toujours la question de la finitude, qu'on le veuille ou pas. Et puis brusquement, on réalise qu'au fond, nous avons une raison d'être parce que nous pouvons être le support du bien-être de l'autre. Et rappelons-nous qu'en vérité, lorsque l'on pense l'autre, eh bien, nos maîtres nous disent offrir à l'autre notre sourire a plus d'importance que de lui offrir une boisson révigorante à un moment où il irait mal. Pourquoi? Parce que sourire à l'autre, c'est lui montrer qu'il existe. Et Heve mekabel et kol ha'adam sever panim yafot. Nos maîtres enseignent, c'est Shammai qui l'enseigne. Il dit Heve mekabel et kol ha'adam, reçois tout à chacun avec un visage ouvert. Apporte à l'autre cette conscience qu'il existe à travers le fait que tu le regardes, avant même de pouvoir lui apporter concrètement quelque chose. Le fait d'avoir envie de sourire à l'autre, et vous allez dire, aujourd'hui, on fait comment pour sourire à l'autre? Nos maîtres nous disent, Einad Shunra de Liba. Les yeux sont le reflet du cœur. Le regard peut véhiculer un sourire, mais non pas qu'il serait juste un sourire de façade et factice, mais un sourire qui est l'expression réelle de ce qui se passe dans notre cœur. J'ai envie de te dire que tu existes. J'ai envie que tu vois que tu as une valeur en tant que telle. J'ai envie que tu aies conscience que tu as une importance. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que, disent nos maîtres, Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. Combien est cher l'individu qui a été créé à l'image de Dieu? On ne parle pas du juif, de l'être, de l'individu. Nivra B'Tselem, tu es un être unique. Je suis content de te voir. Je vais vous raconter une très très belle histoire que rapporte le Rav Wolbe, qui est un des très grands maîtres de la pensée juive contemporaine. Rav Wolbe raconte qu'il y a très longtemps de cela, c'était à une époque, je crois, tout de suite après la Shoah ou avant, je ne sais plus. Il a un jour rencontré dans ce qu'on appellerait une réception, un juif qui était très âgé. Et ce juif voit ce maître qui n'était peut-être pas encore aussi connu qu'il était par la suite. Il va vers lui et il le salue et lui dit « Quel est votre nom ?» Alors, évidemment, c'est toujours un peu surprenant. Alors, Wolbe lui dit « Voilà, c'est ça mon nom », il lui donne son nom. Et il rapporte qu'à ce moment-là, cet homme lui serre la main avec affection. Il ferme les yeux et il répète son nom une ou deux fois comme pour s'en imprégner. Et il lui dit, il y avait une époque dans le peuple juif dans laquelle, eh bien, quand on rencontrait quelqu'un qu'on ne connaissait pas encore, on disait merci à Dieu de pouvoir maintenant aimer quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne que l'on ne connaît pas. Alors évidemment, cette histoire nous semble un petit peu hallucinante. Mais lorsque l'on parle d'altérité, cela commence par cela, avant même d'être dans l'univers de l'action extrêmement concrète vis-à-vis du tiers. Ça, c'est autre chose. Et évidemment, il y a un principe halachique, c'est-à-dire de la loi juive, qui a priori n'a rien à voir avec le sujet. C'est un principe de cachérisation. On va dire, vous n'êtes pas trompé de sujet, monsieur le rabbin, là on parle de l'autre dans la situation de crise, etc. La cachérisation, c'est quoi cette histoire? Alors, je vais vous expliquer le principe. La cachérisation, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsque un ustensile de cuisine a absorbé quelque chose de non cachère parce qu'on l'a fait cuire, eh bien, par la suite, on le trempe dans l'eau bouillante, par exemple, et on considère que cet élément non cachère qui est absorbé par les parois en ressort. Je ne vais pas rentrer dans un long développement par rapport à cela. Mais il y a une question très talmudique. La question talmudique dit maintenant, quand l'élément absorbé sort, il peut se retrouver à nouveau absorbé à l'intérieur. Ça serait un système d'aller-retour. Ça marche comment?
sans rentrer dans la chimie des choses. Il y a un principe qui dit Heidi de Tarid le Bala l'omiflat. Il dit Heidi de Tarid le miflat le Bala. Il dit quand cet élément est occupé à sortir, il ne peut pas rentrer. Et les maîtres de la tradition nous disent que ce concept-là, qu'on pourrait analyser dans le monde de la chimie, c'est un autre sujet, nous disent au fond, on doit être capable de le retraduire dans cette réalité. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de donner à l'autre, tu ne peux pas absorber. Traduction, lorsqu'on est dans une dynamique d'altérité, que ce qui nous préoccupe, c'est cet autre et ce qu'on peut lui apporter, eh bien, l'omiflat, l'obala, je ne peux pas absorber, c'est-à-dire que les anxiétés, les angoisses, les peurs ne trouvent pas de lieu pour pouvoir être absorbées parce que l'intégralité de l'être est tournée vers cet autre. Et je crois que c'est un enseignement, certains l'ont peut-être déjà entendu, l'un des plus grands maîtres de la Kabbale. Ce maître-là s'appelait le Rav Chaim Vital. Il était l'élève du Harizal, c'est-à-dire d'un des maîtres les plus prestigieux de la Kabbale au XVIe siècle à Safed. Et il nous dit, n'oublie pas une chose, c'est que le premier autre vers lequel tu dois te tourner est quelque part qui a été, si je peux me permettre de l'exprimer ainsi, à notre disposition. Pendant ces périodes, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont été seules. Et je m'en excuse parce que là, je vais parler de l'univers dans lequel on n'est plus seul. Eh bien, cette première personne, c'est notre conjoint. Notre conjoint, nos enfants, les gens qui nous sont proches, et vis-à-vis desquels on peut faire preuve d'altérité. Quelle altérité? Laquelle? Et c'est là où, si je peux me permettre, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut aussi donner du sens. Au fond, cette période, quelque part, elle va être le support à quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est quoi? C'est que nous avons pris le temps de réfléchir ce que l'on peut apporter aux autres. Nous avons pris le temps de réfléchir à cette dimension fondamentale que la Torah nous donne, de savoir que nous avons cette capacité de donner à l'autre la possibilité de grandir à travers le regard qu'on porte sur lui, à travers la préoccupation que nous avons de son bien-être, qui est là et qui nous habite, et qui nous permet de nous sentir un peu moins égoïstes, même si au fond, on peut être heureux d'avoir donné à l'autre et ça nous satisfait. Pourquoi pas? Mais si on réfléchit bien, lorsque l'on est dans cette dynamique et dans cette démarche, dans laquelle on se dit, voilà, je suis heureux de pouvoir apporter à cet autre. Je suis heureux de réaliser que je peux être le support de son bien-être. Évidemment, comment vais-je pouvoir continuer à lui apporter par la suite? Eh bien, de manière très simple, en essayant d'être moins toxique. Ça veut dire quoi? Et je vais conclure là-dessus. Nous sommes tous des êtres toxiques. Nous avons tous nos défauts. Et on va se dire, eh bien peut-être que c'est le moment dans lequel nous allons faire un travail sur nous-mêmes pour pouvoir essayer d'être moins coléreux, plus à l'écoute, moins rancunier, moins dans l'orgueil, plus dans le désir de donner du poids à l'autre, de lui montrer qu'il a de la valeur. Et quelque part, ce travail que nous allons faire sur nous-mêmes, le premier bénéficiaire sera qui? Sera cet autre que l'on va rencontrer au quotidien et tous ces autres que l'on va croiser par la suite. C'est cela, au fond, que nous pouvons maintenant essayer de faire exister sur la base d'un événement de ce type. Comme on l'a vu, Nisayon, l'épreuve, naissent le drapeau, l'identifiant. Quand la réalité n'est pas celle qu'on aurait voulu, nous allons maintenant nous révéler dans ce que nous pouvons être. L'identifiant, Gadol, la grandeur. Comment? À travers justement l'utilisation que nous allons faire de ces moments-là. Comment savoir en faire le vecteur, et à la fois d'une transformation personnelle et en même temps d'un regard nouveau sur celles et ceux que nous croisons au quotidien. C'est ce que la Torah en tout cas nous propose de faire. Et c'est vrai que quand j'ai écouté le professeur Le Joyeux, les neurones miroirs, tout ça, je me dis au fond,
quelle convergence incroyable. Et quelle merveille. Alors, je ne suis pas du tout, vous avez vu, hein, la science dit ce que la Torah dit, non, on n'est pas là-dedans. Mais de voir qu'au fond, eh bien, on découvre à un moment ô combien la tradition juive nous permet, lorsqu'on est capable de pénétrer ce qu'elle est en train de nous dire réellement, de savoir comment aborder des situations d'existence. Et évidemment, je vais conclure sur un enseignement. Cet enseignement, c'est une discussion entre les maîtres. Et nos maîtres disent, est-ce qu'il est bon pour l'humain d'avoir été créé? Question assez surprenante. Et on dit que pendant 2 ans et demi, ils discutent. Oui, non, non, oui, non, oui. Un petit peu comme s'ils disaient à Dieu, ben nous, on va dire ce qu'on en pense hein, quand même. Et au bout de 2 ans et demi, ils arrivent à la conclusion suivante. Ils disent, au fond, dans l'absolu, peut-être valait mieux pas être créé. La vie, c'est compliqué parfois. Mais ils continuent, ils disent, Avalarchav, mais maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de penser les actes que nous essayons de faire. Nous allons essayer de donner du sens. Et c'est un petit peu valable dans toutes les situations de vie. Il y a des situations de vie dans lesquelles on doit être capable de dire « nous aurions préféré que ces choses n'existent pas ». Et nous sommes dans une situation de ce type, évidemment. Avalarchav, mais maintenant qu'elle est là, non pas accepter les choses de manière résignée, en disant « punition divine, que sais-je », non. Avalarchav, maintenant que les choses sont là, qu'est-ce qu'on fait avec? En quoi l'événement peut-il être vecteur d'une grandeur nouvelle à l'intérieur de notre existence, à la fois dans la construction personnelle et en même temps dans un rapport nouveau à l'autre, en ayant conscience non seulement du bien qu'on lui fait, mais par effet retour de la dimension équilibrante que ça crée à l'intérieur de notre existence. Et c'est ce à quoi la Torah nous engage, c'est vers cela qu'elle nous propose d'aller. Je vous remercie de votre écoute et maintenant, nous allons passer à la partie des questions qui vont être lues par l'animateur. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer à l'animateur par écrit vos questions qu'il va lire. Et il y a juste la gentillesse de dire en amont, alors vous mettez PR, professeur, simplement suffisant. Vous pouvez mettre EL ou RAF, comme vous voulez, si elles me sont destinées. Et puis, on verra entre le professeur Le Joyeux et moi-même comment nous allons nous répartir les réponses. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. Donc, nous continuons maintenant, encore 20 à 30 minutes avec vos questions. Et maintenant, la parole est à l'animateur pour les premières questions. Nous sommes dans l'attente des questions qui sont en train de se faire taper. Ah, elles ne se font pas taper quand même, les pauvres. Désolé qu'ils se font entrer. L'animateur a été soumis ce soir à une rude pression pour des problèmes techniques que vous avez pu voir, mais ça y est, maintenant, ils sont réglés. Bon, ben pour le moment, j'ai aucune question qui arrive. Alors, j'ai proposé une option si les gens veulent peut-être parler directement. Vous avez un bouton qui s'appelle « Lever la main ». Vous pouvez directement lever la main pour que je vous donne la parole si vous voulez poser directement votre question de vive voix. Est-ce que vous savez où se trouve ce bouton? Ah, nous avons la première question. Nous avons donc la première question qui arrive. Quel conseil donneriez-vous aux parents dont les ados sont en repli sur eux-mêmes et refusent justement le lien avec la famille? Professeur. C'est moi qui fais les ados alors. Ou entre autres. Bon, ben écoutez, ça me fait penser déjà à une première réponse que donnait Freud. Vous savez, là, on fait des miracles de technique. Hein. On est en double son. J'espère qu'on a progressé. Le son est meilleur, là? C'est parfait. Bon, ben alors, c'est parfait. Bon, donc, Freud disait, quand on lui demandait des conseils, je ne me prends pas pour Freud, mais je veux juste vous citer cette phrase de Freud. Quand on lui demandait des conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire avec un ado, il disait, faites ce que vous voulez, de toute façon, vous ferez mal.
Mais c'est tout ça pour dire qu'il faut se méfier, j'allais dire, d'une prescription de comportement. Mais j'ai entendu le Rav Lemel dire souvent que les ados nous écoutent moins qu'ils ne nous observent. Donc peut-être que quand on s'interroge sur le comportement d'un ado, il faut aussi s'interroger sur son propre comportement. Vous savez, moi je vais prendre un domaine, je vais rebondir un tout petit peu à côté de votre question. Je vais prendre un autre domaine. Quand des parents viennent me voir en me disant je suis inquiet, j'ai un ado qui fume, qu'est-ce que je peux faire pour l'empêcher de fumer? Je leur demande est-ce que vous-même vous fumez ou vous buvez excessivement de l'alcool? Ils me disent oui, mais c'est pas le problème, vous n'êtes pas poli, je suis venu vous parler de mon ado. Donc à un moment, ce que nous sommes capables de renvoyer, c'est pas pour dire que vous ne le faites pas évidemment, mais tout ce que vous pouvez vous modifier de vos types d'interaction va être extraordinairement plus entendu que ce que vous pourrez dire. Merci beaucoup. Si je peux me permettre juste non pas de rajouter, mais d'amener un autre élément. Évidemment, la question est de savoir aussi si parfois cet ado qui a tendance à se replier, eh bien, c'est sa manière à lui d'appeler, alors pas nécessairement au secours, mais de savoir si on a un intérêt vis-à-vis de lui. Et quelque part, l'interviewer pour lui demander « mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a de fortes chances d'obtenir un silence très sympathique, mais de lui dire « j'ai l'impression que pour toi, il y a des choses qui sont difficiles, je suis là, point. » Je ne sais pas comment le professeur Lejoyeux valide cette réponse. C'est déjà pas mal parce qu'il voit que le message a été reçu, même si sa réponse est comme ça, comme tout un ado qui se respecte, sinon ça ne serait pas rigolo. Mais vous êtes capable quand même de voir le message que je vous envoie à travers, entre guillemets, une forme de dysfonctionnement. Et donc, déjà, au moins, ça me rassure. Mes parents voient et entendent mon message. Et maintenant, à moi de savoir si j'ai envie d'aller plus loin dans l'explication de texte. Autre question. Alors, c'est une question qui est arrivée pour le professeur. Quels conseils donnez-vous aux personnes qui ont peur de se déconfiner? Ouais, c'est une question fort intéressante. D'abord que j'ai eu beaucoup l'occasion de le dire et de le dire récemment. Nous avons beaucoup été bouleversés par le confinement. Nous avons en nous beaucoup plus de capacité d'adaptation que nous ne le croyons. Hein, on s'est un peu mis dans l'idée qu'on ne pourrait pas sortir on s'est d'abord mis dans l'idée qu'on ne pourrait pas supporter le confinement, on l'a supporté. Donc, c'est plus ce que j'appellerais une anxiété anticipatoire. Moi, j'ai plutôt tendance à vous inciter à vous faire confiance et puis à reprendre peut-être ce qui vous a un petit peu plus manqué pendant le confinement. Je pense notamment à tout ce qui peut être, voyons, on parlait de biologie et tout ça, tout ce qui peut être autour de l'activité physique, du mouvement. Vous savez, si on voit la psychologie et la neurologie, enfin le cerveau fonctionne sur le mode de la plasticité. Nous sommes extraordinairement plastiques, nous pouvons prendre des habitudes, nous pouvons en reprendre d'autres. Voilà, comme disait, n'ayez pas peur. Autre question. Alors, nous avons ici une autre question qui est une question que je trouve assez sympathique. Quelqu'un qui fait remarquer qu'il y avait une énorme similitude entre les deux discours. Donc, la médecine biblique, la médecine ne fait-elle que redécouvrir les cris bibliques? Oh. Alors, pardonnez-moi, je ne me moque pas du tout de la question en riant parce que ce n'est pas du tout ça mon intention. Mais c'est vrai que je me méfie beaucoup de ce besoin sans arrêt de connecter l'univers de la science à l'univers de la Torah. J'ai étudié encore très très récemment certains textes dans le traité de Shabbat qui nous font des descriptions médicales. Si je les donne au professeur Lejoyeux, je pense qu'il me fait interner immédiatement, à mon avis, peut-être pas avec une camisole de force, parce qu'il va se dire « mais d'où vous pêchez des choses pareilles ?» Évidemment qu'il faut faire très très attention. Par contre, ce qui est très intéressant, et sur cela, en effet, il y a des choses passionnantes, les concepts que l'on retrouve dans l'univers de la psy, et je dis bien la psy parce que je n'ose pas dire psychiatrie, psychanalyse, psychologie, dans l'univers de ce qui se passe dans le cerveau, évidemment que là-dessus, les maîtres de la tradition juive nous ont beaucoup parlé. Ils nous parlent des rêves, ils nous parlent du lapsus freudien, ils nous parlent du ressenti de l'enfant dans le ventre de sa mère, ils nous parlent de l'impact qu'a la parole
vis-à-vis de l'équilibre de l'individu, de l'environnement. Donc, sur cela, en effet, maintenant, je laisserai la parole au professeur. Évidemment qu'il y a une forme de convergence très intéressante et c'est merveilleux de voir que, au fond, aujourd'hui, de manière plus scientifique, on est capable d'expliquer les phénomènes dont la Torah nous parlait et vis-à-vis desquels la Torah nous demandait d'être vigilants depuis extrêmement longtemps. Professeur? Oui, non, je partage tout à fait votre, j'allais dire, votre vigilance vis-à-vis des applications un peu trop directes. Ouais, si, comme traitement de la pandémie et du Covid, on avait uniquement les traitements issus de la Bible, je ne suis pas sûr que ce soit totalement suffisant. Il faut, à la fois, comme vous le dites très très bien, il y a des principes universels qui régissent la médecine, comme ils peuvent nous venir d'autres sagesses ou d'autres choses. Là, nos étudiants prêtent le serment d'Hippocrate et on ne traite pas non plus aujourd'hui les malades selon les principes de l'hippocratisme, sinon il y aurait des tas de choses qui les mettraient en danger. Donc il y a une différence entre ce qui est du principe fondateur et évidemment de l'application qui heureusement évolue. Vous savez, la bonne médecine, c'est Karl Popper qui disait ça, qui disait la définition de la science, c'est qu'elle se périme. La définition de la science, c'est qu'elle se réfute. Si on est dans la science, on est capable, quand on dit quelque chose, que quelqu'un vous démontre que c'est faux. Donc il y a des grands principes qui ne vont pas se périmer, et tout ce qui est du champ de la science, tout ce qui est des observations, va être remis en question par une expérience supplémentaire. C'est ce qui en fait justement l'intérêt, c'est ce qui fait que justement les scientifiques continuent à chercher et continuent, à partir de la remise en question des résultats précédents, à progresser. Si je peux me permettre, il y a par rapport à la manière dont a été traitée cette pandémie, quand même des textes du Talmud très intéressants. Il y a entre autres un texte dans le traité de Baba Kama qui nous dit « Deverbeir kanes ». S'il y a un moment la peste dans la ville, et la peste est considérée comme étant la maladie contagieuse par excellence, kanes, rentre chez toi et ne sort pas. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des responsables de siècles et de siècles qui disent quand l'épidémie commence, fuis la ville. Si elle s'est déjà développée, reste chez toi. C'est-à-dire comme si au fond, et il y en a dans le Talmud, des maîtres qui disaient « Je ne passe pas à proximité de ceux qui ont Ra'atan, qui est défini comme une maladie contagieuse, pour ne pas respirer leur air. » D'accord ? Certains parlent de faire attention à ne pas utiliser leur ustensile de boire avec. D'autres disent « Faites attention à leur matière fécale. » C'est intéressant de voir que les maîtres du Talmud déjà, en tout cas de manière très claire par rapport aux maladies contagieuses, nous demandaient de nous isoler, disaient que si c'est le début, alors on peut encore fuir, mais une fois que c'est pris, ça ne sert à rien de prendre la fuite puisque de toute façon c'est là. Donc maintenant, autant rester chez soi pour ne pas rendre les autres malades. Et au passage, c'est très intéressant, il y a un développement halachique, c'est-à-dire de la loi juive, passionnant sur la responsabilité que l'on a de faire attention, de ne pas contaminer les autres. Et là-dessus, il y aurait un cours génial à voir dans lequel on nous parle de cela. Déjà, il y a des siècles et des siècles. C'est intéressant de voir que cette notion-là était déjà extrêmement présente à l'intérieur des textes du Talmud déjà. Autre question. Alors, comment réagir lorsque nous essayons, nous sommes dans une démarche où l'on donne du sens à une situation, mais que l'autre ne décide de ne pas être réceptif? Si cette question s'adresse à moi, qui est cet autre? Est-ce que cet autre, c'est mon conjoint? C'est pourquoi? Alors, quand nous-mêmes on décide de donner du sens, c'est par rapport à nous. Je n'ai pas obligé l'autre à traduire les événements de la manière dont moi je les vis. Au contraire, je dois être capable de lui exprimer comment j'ai décidé de voir les choses, mais je le laisse libre lui-même d'avoir la lecture qu'il veut de l'événement et de parfois ne pas lui donner du sens. Ne pas vouloir donner du sens, c'est aussi vouloir peut-être aussi rentrer dans c'est la faute, t'as pas de chance, c'est des choses qui peuvent arriver, on prend sur soi et puis on attend que ça passe. D'ailleurs, derrière cela, il y a peut-être en effet un désir très fort de revivre intensément pour être dans l'oubli de ce que l'on a passé. C'est pas inintéressant de voir que dans la mythologie, Eros et Thanatos
sont totalement liées. La peur et l'angoisse de la mort, qui fait que quand on s'en libère, eh bien, on ne donne pas de sens, on va tout de suite vers une vie très, très, très physique dans laquelle on veut reprofiter à nouveau à fond de la vie, comme pour être dans un oubli. Ça, c'est l'expression d'un choix, et on ne peut jamais amener l'autre à donner du sens s'il n'a pas le désir d'en donner, clairement. Je ne sais pas ce que le professeur en pense. Oui, oui, tout à fait d'accord. Moi, ça me faisait penser, vous voyez, à une proposition d'un psychanalyste qui s'appelait Michael Balint, qui disait ce qui est important, c'est les moments où on n'est pas bon, c'est les moments où on se rate, ce sont ces moments-là qui sont les plus pédagogiques, vous voyez. Donc, j'allais dire, c'est normal que l'autre ne partage pas le sens que nous avons bien réfléchi et bien voulu lui donner. Et Balin disait que quand on travaille sur la relation, Balin, c'était un psychanalyste hongrois, quand on travaille sur la relation, moi, ce qui m'intéresse, c'est de demander aux gens, justement, racontez-moi ces moments où vous n'avez pas réussi à faire partager vos opinions, à faire partager le sens. Comment est-ce que vous y réagissez? Est-ce que vous y réagissez en insistant, en vous fâchant, en vous mettant en colère, ou est-ce que vous y réagissez en vous disant ce sont mes meilleures expériences de communication, ces moments où j'ai accepté finalement de changer mon message de communication initiale. Merci beaucoup. Autre question? Un instant. Oui, voilà, donc on a une question ici de gens qui demandent, laissez-moi juste la retrouver, c'est pour le professeur. Certaines personnes ne nous manquent pas tant que ça finalement pendant le confinement, hors de chez nous, mais des proches. Est-ce bon ou mauvais signe dans nos rapports à l'autre? Attendez, vous pouvez me la redire, j'ai pas tout compris. Je répète, certaines personnes ne nous manquent pas tant que ça finalement, confinement, comme on voit que c'est des gens qui sont hors de chez nous, mais qui sont quand même proches. Et donc la question, est-ce un bon ou un mauvais signe dans nos rapports à l'autre? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, la question c'est, quand on réalise que certaines personnes ne nous manquent pas vraiment, est-ce qu'on doit s'angoisser ou pas? C'est ça? Alors, je dirais que ça va dépendre. Ce qu'on a découvert quand même, c'est que bon, il y a les aléas de la technique dans la vidéo, mais là, la vidéo permet l'établissement d'une relation. Vous savez, en psy, on a beaucoup fait de téléconsultations. Quand on a proposé à nos patients de revenir à l'hôpital, ils ont dit mais c'est plus compliqué, c'est plus loin, il faut se déplacer. Les patients avaient pris une habitude extraordinaire. Ils trouvaient que c'était génial d'avoir leur psy au bout du téléphone en étant eux dans leur sofa. Et finalement, ils trouvaient ça extrêmement bien. Donc, il ne faut pas s'étonner du fait que certains d'entre nous ont pu prendre du plaisir à ce nouveau mode de communication, étonnant certes, mais assez stimulant. Alors, si je peux me permettre, j'ai l'impression que la question, merci beaucoup pour votre réponse, j'ai l'impression que la personne, sa difficulté, c'était de se dire, voilà, je suis confiné et je réalise qu'au fond, il y a certaines personnes qui font partie de mon entourage qui ne sont pas là pour l'instant et ça ne me manque pas. Est-ce qu'au fond, je dois m'inquiéter de réaliser que certaines personnes, je ne les vois plus pour l'instant, je suis moins en contact et ça ne me manque pas? Est-ce que ça révèle une problématique au niveau de la relation de voir que l'absence temporaire de l'autre n'est pas vécue comme un manque? Je ne sais pas si vous m'avez entendu ou pas. Oui, on a tout entendu. Est-ce que le professeur a entendu? Oui, absolument. Ah. Alors, nous allons passer à la prochaine question. Un instant. Ici, il y a quelqu'un qui pose: est-ce que les modifications de la structure cérébrale liées au manque prolongé de relations sociales sont réversibles? J'adore cette question, elle prouve que j'ai vraiment pas été clair. Évidemment que c'est réversible. Vous savez, il y a la première expérience des modifications cérébrales, elle a été faite
chez les chauffeurs de taxi londoniens. Les chauffeurs de taxi londoniens, pour apprendre le nombre de rues de Londres, sont obligés de développer un nombre de connexions. Donc, il y avait des neurobiologistes londoniens et des chauffeurs londoniens, et on s'est aperçu que quand on apprenait toutes les rues de Londres, on augmentait très fortement ces connexions. Mais évidemment, il n'y a rien de tout ça qui soit lésionnel. Notre cerveau fonctionne en permanence. Rappelons-nous quand même que l'isolement et la sédentarité, ben, ça ne fait pas tellement de bien au cerveau. C'est évidemment réversible, hein. Heureusement, les grandes maladies ne sont pas de cet ordre-là. On ne les attrape pas avec l'isolement. Mais n'oublions pas ces deux facteurs. Mais évidemment, c'est réversible. N'allons surtout pas, vous savez, je me bats au quotidien là-dessus pour ne pas se voir inventer de nouvelles maladies induites par le Covid. Il y a eu une frénésie d'invention de nouvelles maladies. On a voulu nous décrire la maladie du déconfinement, des séquelles psychologiques irréversibles à long terme. Nous avons en nous des capacités de résilience à tout ça. Bien sûr, certains ont été malades et malheureusement, même certains ont été très malades. Mais quand on s'en tire, j'allais dire physiquement et sans trop de dommages, n'allons pas nous croire obligés d'être atteints d'une sorte de maladie mentale induite par le Covid ou d'une maladie neurologique induite par le Covid. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question, professeur? Avec plaisir. Alors, la question que je me pose est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas d'avoir peur d'aller à nouveau à la rencontre de l'autre, de par justement tous ces gestes barrières qui ont été imposés et qui risqueraient non pas juste de nous apprendre à nous saluer à la chinoise ou à la japonaise, ça, ce n'est pas un problème, mais d'avoir peur un petit peu de recréer une relation de proximité parce que l'autre, potentiellement, a été vécu comme étant quelqu'un qui pouvait être porteur d'une forme de toxicité vis-à-vis de nous. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir évacuer d'après vous? Moi, je suis très optimiste là, pour le coup, quant à notre envie d'aller rencontrer. C'est là où peut-être on va être un peu sélectif. Vous voyez, il y en a certains qu'on n'aura peut-être pas très envie de rencontrer et d'autres qu'on aura très fortement envie de rencontrer. Donc, ça dépend qui. Vous pouvez faire dans votre tête le calcul de ceux dont vous n'aurez pas peur de faire des nouvelles rencontres avec les distances de sécurité. Et puis certains, on aura peut-être l'excuse géniale de dire « Ah non, je préfère pas te rencontrer ». On a peut-être une excuse qui va nous faire une dizaine d'années, vous voyez. Excellent. Merci beaucoup. Autre question? Alors, comment communiquer avec une personne qui a vécu ce confinement comme une tragédie, extrême solitude, perte d'un être cher, etc., alors que nous l'avons vécu comme un formidable moment de cohésion familiale, de bonheur avec les enfants? Oui, cette question, si vous me permettez, j'en donne quelques éléments. Cette question, c'est la vraie difficulté de cette histoire. C'est que nous avons vécu cette situation de manière très inégale, les uns et les autres. Mon collègue et ami Boris Cyrulnik le dit très bien. Ceux qui avaient, avant le début du confinement, des capacités de résilience, les ont utilisées. Mais pensez à celles et ceux qui n'en avaient pas avant, ou dont les capacités de résilience ont été totalement dépassées. Donc, vous voyez, on décrit un phénomène collectif, alors qu'en fait, c'est un phénomène purement individuel. Et je vous rejoins totalement, c'est complètement différent d'être confiné en allant plutôt pas trop mal, en n'ayant pas trop de soucis de santé, dans un environnement familial ou amical ou relationnel maintenu par l'Internet qui soit de bonne qualité. C'est complètement différent du fait soit d'être déjà isolé avant, et c'est ce que nous voyons, moi c'est ce que je vois de ma pratique médicale et hospitalière, c'est-à-dire que les plus malades sont les plus atteints. Vous savez, c'est un grand classique, et les premiers qui avaient montré ça étaient les chercheurs israéliens, qui avaient montré les effets psychologiques des roquettes qui tombaient sur Israël, des Scuds qui tombaient sur Israël. Et ils avaient comparé les réactions psychologiques de l'ensemble des citoyens israéliens confrontés à une menace qui était globalement la même pour tout le monde avait le même risque d'être exposé à une roquette. Et ils ont montré que les survivants de la Shoah, ceux qui avaient déjà connu des traumatismes personnels, des traumatismes familiaux, étaient plus sensibles. Donc, le stress sensibilise, les antécédents de trauma sensibilisent.
J'anime pour l'assistance publique une ligne d'écoute de soignants. Au début, on a vu une sidération, c'est-à-dire tout le monde appelait un peu complètement sidéré, qu'est-ce qui nous arrive? Les infirmiers changeaient de service, étaient confrontés à une mortalité considérable et ils ne savaient pas du tout comment gérer tout ça. Et puis petit à petit, heureusement, la situation se détend, vous l'entendez, vous entendez les signes partout. Mais ceux qui continuent à nous appeler, ceux qui continuent à demander de l'aide, sont ceux qui soit n'ont pas pu mettre en avant les mécanismes de résilience pendant l'épidémie, ou ceux qui, avant l'épidémie, avaient déjà subi des traumatismes. Donc vous voyez, ce que vous dites est totalement vrai. Certains ont eu une expérience purement tragique, soit liée au décès d'un proche, à la maladie grave d'un proche, à leur propre maladie grave, soit à leur incapacité à mettre en place des mécanismes de résilience ou au fait qu'ils avaient déjà été traumatisés dans quelque autre domaine que ce soit avant l'épidémie. Donc il y a, je trouve cette question tellement juste et tellement près de notre quotidien, il y a une grande incompréhension entre les uns et les autres. Vous voyez, chacun ne vit pas et ne raconte pas la même histoire. Je ne sais pas si Rav Lemel veut rajouter. Évidemment, oui, pardonnez-moi. Cette question, évidemment, elle est bouleversante. Elle est bouleversante parce qu'en effet, la personne le décrit de telle manière que, d'un côté, c'est vrai que certaines personnes ont su le vivre. Et d'ailleurs, elles en ont profité pour créer quelque chose de nouveau, surtout si elles étaient bien à l'abri. Et pour d'autres, c'est vrai que c'est bouleversant. Je crois que si on est déjà dans cette situation, alors apprécier encore mieux sa propre réalité et se dire qu'au fond, c'est un tel bonheur. Maintenant, vis-à-vis de ces personnes qui ont vécu des choses difficiles, on n'a pas la possibilité de, non seulement de donner des explications texte, ça serait indécent. La seule chose qu'on peut faire, c'est, comme le verset nous le dit, Imcha nochi betzara, d'être avec toi dans tes moments de difficulté. Nous savons que la dimension la plus élevée du don et de l'altérité dans la tradition juive, c'est ce que l'on appelle le noseberol, c'est-à-dire vivre le joug avec l'autre et être à ses côtés. Néanmoins, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui se passe particulièrement peut-être dans l'univers de la communauté juive. C'est le fait que la notion de prière, de dire des psaumes pour tous ces autres qui n'étaient pas en forme, voire même qui vivaient des moments dramatiques, était très présente. Et c'est vrai que le fait, tous les jours, de consacrer du temps pour prier de tout son cœur, pour que ceux qui sont malades réussissent à guérir, pour que ceux qui ont vécu des difficultés puissent trouver à un moment l'apaisement, fait que notre présence à leur côté, d'une manière ou d'une autre, est acceptable. Parce qu'à un moment, prendre sur soi, de pleurer, de prier pour l'autre, même si c'est 5 minutes par jour, c'est quelque chose qui apporte et qui fait que, eh bien, à un moment, le lien existe et que notre présence peut être un plus. Sur le reste, évidemment, c'est une présence, c'est une écoute. Et puis, ça s'arrête là. Alors, pardonnez-moi de redire un tout petit mot. Bien sûr tout cela, mais n'oublions pas que pendant 2 mois, toutes les maladies n'ont pas été soignées. C'est vrai en cardiologie, c'est vrai en neurologie, c'est vrai pour les maladies psychiatriques, les problèmes d'alcool, les dépressions. Et l'absence de soins ne guérit pas, si je peux dire la palissade pareille. Donc n'oublions pas qu'un certain nombre ont absolument besoin de bénéficier de soins et qu'il va falloir reprendre l'habitude de celui qui avait besoin d'un traitement, celui qui avait besoin d'une écoute spécialisée, de la reprendre. C'est une de nos inquiétudes. J'ai pu le dire la semaine dernière dans un quotidien. On a très peur d'une deuxième vague psychiatrique. C'est-à-dire qu'au fond, tous ceux qui ne se sont pas soignés ou n'ont pas accédé aux soins
parce qu'il y avait un problème d'alcool, un problème de dépression, que sais-je, se sont dit, pendant le confinement, je laisse filer, que cela nous arrive dans des grandes situations de crise. Donc, n'oublions pas aussi de réinvestir cette dimension médicale. Bien sûr. Autre question? Aurélie, pensez-vous que le rapport au travail va changer compte tenu du télétravail? Pensez-vous que le burn-out professionnel tendra à disparaître? Alors, je vais essayer de répondre. Le burn-out professionnel, moi, je suis très inquiet. Parce qu'un des critères du burn-out, c'est le fait de ne pas bien confondre les moments de travail et les moments de détente. Et vous voyez que là, avec le Zoom, avec tout ce qui est de ces temps en ligne, on ne sait plus bien quand on travaille, quand on se détend. Vous savez, le burn-out, ce n'est pas travailler beaucoup, c'est être toujours dans un état d'activité, c'est l'incapacité de se reposer et de se déconnecter. Donc, moi, je crois que le fait d'avoir augmenté le télétravail, d'ailleurs, ceux qui en ont fait beaucoup le disent, c'est très, très fatigant. Parce qu'il y a une chose qui est très agréable quand on travaille, c'est de sortir de rentrer chez soi. Vous voyez, on quitte le travail, on quitte l'endroit où on a travaillé. Vous avez vu des vidéos du siècle dernier de la sortie des usines, de la fin de semaine. Heureusement qu'il y a des jours en fin de semaine où on travaille un peu moins, mais en tout cas, le fait d'entrer et de sortir de lieux différents, certains pour s'amuser, certains pour être en famille, certains pour travailler, il va falloir, avec cette apparente facilité que nous donne le travail en ligne, justement, il me semble qu'on est très exposé à une sorte de ne jamais être déconnecté. Celui qui, vous voyez, suit la conférence là, et en même temps jette un petit coup d'œil à ses mails pro et va éventuellement renvoyer un petit truc, parce que c'est quand même très très important et il faut répondre avant 11h du soir. Autre question? Autre question? Un instant. Professeur, êtes-vous pour ou contre la reprise de l'école? Oula! On avait dit pas de questions pièges, c'est ça. Je crois que vous avez vu mes collègues. Alors, il y a deux choses que je ne fais plus depuis le début du Covid. La première, c'est les prédictions. Parce que tous ceux qui ont fait des prédictions, optimistes, pessimistes, ont été absolument mis en échec. La deuxième sont les avis péremptoires là-dessus, parce que de toute façon, on est là aussi mis en échec. J'ai une chance formidable, c'est que j'enseigne la psychiatrie, donc je vais vous dire que je suis totalement incompétent sur le sujet et très content de l'être. Autre question. Nous prenons tous conscience que cette épidémie aura des conséquences durables sur tous les aspects de nos vies, même si nous ne pouvons en mesurer encore complètement l'impact. Quels conseils nous donneriez-vous pour aborder le monde d'après et éviter les anticipations anxieuses? Moi j'ai un conseil, c'est d'accepter ces anticipations anxieuses. Celui qui n'aurait pas d'anticipation anxieuse me paraîtrait un grand malade mental. Vous voyez. Un des sujets en psychologie, c'est d'accepter ce qui n'est pas évitable. Ça existe depuis les stoïciens, c'est peut-être pas la bonne référence à raconter ce soir, mais ce que tu ne peux pas éviter, il vaut mieux que tu l'acceptes. C'est un peu ce que nous disent les stoïciens. Donc cette espèce de fantasme d'un esprit qui n'aurait pas d'anticipation anxieuse, quand tous les soirs le directeur général de la santé vous annonce le nombre de morts, si vous n'êtes pas anxieux avec ça, vous êtes très malade. Je me permets de réagir par rapport à cette question. Au fond, il y a un grand principe dans la Chassidoute qui nous dit, alors ça se dit aussi en yiddish, mais je vais le faire en traduction simultanée, pense bien, tout ira bien. Je crois qu'il y a aussi ce choix d'avoir non pas une lecture un petit peu irréaliste, mais se dire, il y a sûrement des choses qui vont bouger, évidemment. Il y a cette anxiété face à quelque chose que l'on ignore pour l'instant, mais de toute façon, on saura en faire quelque chose. Je crois que pour la tradition juive, le fait de s'ancrer aussi de trop à l'intérieur d'une lecture qui pourrait être anxieuse du futur, eh bien, peut rendre ce futur anxieux parce que des réalités qui seraient moins anxiogènes
eh bien, seront surdimensionnés par cette réflexion. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais il y a aussi la découverte de la réalité qui va s'offrir à nous, et à partir de cela, bien, au fur et à mesure, savoir la gérer. L'anticipation serait peut-être beaucoup plus d'être prêt, et ça je vous rejoins totalement, et ce n'est pas juste une vision stoïcienne des choses, être dans l'acceptation, mais non pas dans le renoncement du combat que ces réalités vont nous proposer à mettre en place. Je crois qu'il y a quelque chose ici à se dire, c'est-à-dire que faire émerger des dimensions de nous-mêmes à travers la confrontation de quelque chose de nouveau, qui vont pouvoir par la suite être des outils que nous pourrons utiliser dans tous les domaines de l'existence. Pour le dire autrement, je pense que nous pouvons réactiver une échelle normale des risques. Vous savez, avant, on me demandait est-ce qu'au fond, les radiations de mon téléphone portable, pour lesquelles on n'a jamais rien prouvé, ne pourraient pas avoir des effets toxiques. On était dans une société fondée sur le principe de précaution, fondée sur le risque zéro, en s'inventant des risques éventuellement imaginaires. Est-ce que dans l'eau de la ville, il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait éventuellement être toxique et que dans ce cas-là, on avait toute cette machine-là, et dans cette obsession absolue de la sécurité est arrivée une vraie remise en cause de notre sécurité. Donc on va peut-être aussi un peu calmer autour de ce principe de précaution. Autre question. C'est une question qui s'adresse donc aux professeurs et aux RAV. Comment aider les jeunes de terminale qui se sentent totalement démotivés et perdus sans le bac à retrouver du sens? Vous voulez que je commence, moi qui enseigne en première année de médecine, juste après la terminale, leur dire que voilà. Vous êtes bien plus légitime que moi, surtout quand je me rappelle des conditions dans lesquelles j'ai passé mon propre bac, en candidat libre, donc allez-y. Bon, mais qu'en tout cas, de toute façon, la faculté ne va pas s'arrêter. Il y aura la rentrée. On les attend à la fac, alors peut-être pas tous en médecine, hein, mais qu'en tout cas, l'exigence va être là et que très vite, s'ils veulent réussir leur première année de fac, il va falloir qu'ils se remotivent. Mais oui, c'est très sérieux ce que je vous dis. Nous avons des programmes terribles, des questions à leur poser, des connaissances à leur transmettre. Donc, ils n'imaginent pas que tous les professeurs ont arrêté, notamment au niveau du premier cycle post-bac. Si je peux me permettre de rajouter un petit élément, vous savez que dans l'univers des études, et plus particulièrement de la Torah, on nous parle de ce qu'on appelle Torah Lishma, c'est-à-dire d'étudier, pour savoir. Et peut-être qu'on peut leur dire, au fond, eh bien, ici, tu vas continuer à apprendre, peut-être pas pour être sanctionné par un diplôme, mais pour développer tes connaissances et aussi tes aptitudes, qui évidemment te serviront beaucoup lorsque tu te retrouveras en première année de médecine, et plus particulièrement écouter des cours du professeur Le Joyeux. Mais ça, bon, c'est évidemment quelque chose qui leur arrivera un peu plus tard. Je crois que c'est aussi peut-être important d'aider l'enfant à réaliser que, mais au fond, qu'on le veuille ou pas, même si tu n'auras pas le bac de la manière dont tu l'aurais pensé, tu as accédé à des connaissances, tu as accédé à une méthodologie, et leur faire prendre conscience que cette connaissance et cette méthodologie sont des outils qu'ils possèdent et qu'ils pourront utiliser par la suite et qui seront gages de leur réussite future. J'adore absolument votre optimisme. Là, je suis absolument béat de votre optimisme. On vous montre, mais on peut leur dire, nous, on n'oserait même pas leur dire. Vous voyez, mais j'adore l'idée que vous osiez leur dire. Non, si on leur dit juste que ça va leur donner quelques petits points de plus pour le concours de première année, à mon avis, ce message-là va plus porter. Mais c'est vraiment beaucoup moins joli que votre explication. Oui, mais moi, je ne peux pas leur donner les points supplémentaires. Vous, oui, c'est pour cela que je ne l'ai pas dit. Autre question. Selon vous, professeur, cette épidémie aura-t-elle plus de conséquences difficiles auprès des couches sociales défavorisées? C'est une question, là encore, ce sont des questions qui sont vraiment au cœur de nos problématiques. La réponse est oui, bien sûr, et je le vois au quotidien. Quand vous n'avez pas de logement,
quand vous avez, et malheureusement nous le voyons aussi au quotidien, un abus d'alcool, de drogue, quand vous subissez des violences familiales. Imaginez le confinement que nous avons vécu dans une situation où un couple se déchire physiquement, se maltraite, où les enfants sont maltraités. Donc évidemment pour eux, les conséquences ont été beaucoup plus graves. Donc, on a la misère relationnelle ou la misère émotionnelle peut s'ajouter au péril infectieux. Donc, ce que nous disons, ce que les médecins disent aujourd'hui, c'est vraiment que là encore, un certain nombre ont été frappés par cette maladie et heureusement sont sortis, mais que ceux qui restent les plus vulnérables sont ces populations en situation de précarité. Je pense aussi aux migrants qui sont dans des situations considérablement difficiles. Et à un moment, on voit comment une situation collective difficile est une sorte de catalyseur de difficultés dans d'autres domaines. Et c'est peut-être maintenant justement le moment dans lequel cette notion d'altérité et de penser à l'autre va être encore plus importante, parce que là, il va y avoir vraiment un travail réel à mettre en place sur le terrain, au quotidien. Et d'ailleurs, nous aussi, on le voit en tant qu'association, avec une ligne d'écoute, avec aussi une augmentation très, très claire et très nette des personnes qui appellent pour des problématiques familiaux, de couple et d'adolescents. Je crois que à chacune et à chacun de nous de se dire comment dans son domaine, même petitement, il va pouvoir à un moment aider d'une quelconque manière. Évidemment, on ne va pas s'improviser psychiatre, on ne va pas s'improviser, surtout pas, ça serait la pire des choses, mais à chacun d'entre nous peut-être de réfléchir, de se dire comment je pourrais d'une manière ou d'une autre aider ou aider ceux qui aident. Et ça serait peut-être quelque chose à réfléchir, je crois. Si vous me permettez encore d'un mot, regardez comment le regard sur les professionnels de santé a changé. On les applaudit tous les soirs à 8 heures. Il y a quelques mois, on était dans la rue à dire qu'on manquait de moyens et on trouvait que finalement notre défaut c'était qu'on augmentait les impôts et qu'on risquait d'augmenter de 3% les impôts et que c'était une pure tragédie. Et aujourd'hui, mes collègues qui font de l'économie hospitalière, on leur dit mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez assez dépensé pour la santé ce mois-ci? Vous voyez, regardez comment sur quelque chose qui était très, très évident, on a aujourd'hui complètement changé de regard. Autre question? Comment faire pour se reconnecter avec soi-même finalement, trouver son moi profond quand on a été hors repère pendant plus de 2 mois? Je vais peut-être laisser le Lemel trouver, parce que moi, je ne sais pas où il est, le moi profond, mais je suis sûr que vous le voyez, justement, vous connectez. Moi, je connais éventuellement le moi, le surmoi, et tout ça ne me paraît pas tellement bougé par le confinement, mais je vous laisse la question sur le moi profond. Je ne sais pas où elle est. D'accord. Du plus profond, je t'ai invoqué, ô Seigneur. Donc, si je peux me permettre, cette période, j'ai eu raison de vous laisser. Cette période, évidemment, a été une période dans laquelle on s'est aussi posé la question de savoir comment on organisait sa vie, même lorsqu'il n'y avait pas d'obligation extérieure. Et je crois que là-dessus, d'ailleurs, j'ai lu quelques petites choses très intéressantes et sur les personnes qui se sont un peu laissées aller, non pas par état dépressif, mais puisqu'il n'y avait pas d'obligation, eh bien, il n'y a pas de construction d'exigence par rapport à soi-même. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est ce qu'une personne qui vit à New York m'a dit récemment, dans l'univers du confinement. Elle me dit, qu'on le veuille ou pas, et je ne vais pas faire ici un appel à la religion, mais dit, mais qu'on le veuille ou pas. Le fait de savoir que le matin, on se lève, que l'on va prier, qu'il y a la prière de l'après-midi, la prière du soir, déjà, on a des points de repère. Arriver vendredi après-midi, avant Shabbat, savoir que qu'on le veuille ou pas, on va changer de vêtements, on va préparer un repas particulier, on va créer un moment, une ambiance particulière. C'est ce qui permet de garder ses repères. Je crois que la difficulté, c'est qu'à un moment, eh bien, on s'est laissé aller dans un quotidien de Netflix, d'autres choses, sans aucune forme de jugement. Et là, on se dit, ben, j'en suis où moi maintenant? Eh bien, peut-être, mon moi profond, c'est celui qui me dit, c'est peut-être pas là où il faut être. Et à partir de cela, on peut se découvrir réellement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la question et c'est pour ça que c'est ça ma proposition de réponse, même si elle n'est pas très psychanalytique.
Autre question, selon vous, Rav Lemel, y a-t-il pour l'instant un problème de fréquenter les synagogues et les shtibler dans les quartiers religieux, sachant qu'ils ont été très touchés, et même maintenant en phase de déconfinement, il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus aucune précaution et font comme si de rien n'était. Alors, je vais faire comme le professeur. Tout simplement, je ne suis pas spécialiste en Stibler et autres synagogues. Ce que je sais, c'est ce que je peux vous rapporter au nom d'un maître qui est parmi aujourd'hui les plus proéminents de la communauté juive, qui est le Rav Asher Weiss en Israël, et qui est à la fois a une très très belle lecture des choses. Il a dit, au fond, la synagogue jusqu'à présent, c'était une chorale. Et maintenant, nous allons tous devoir devenir des solistes. C'est-à-dire que, évidemment, se retrouver seul pour prier, c'est aussi un moment reconstruire son rapport à la prière. Aujourd'hui, une synagogue se doit de respecter les règles. La grande difficulté, c'est pour ça qu'aujourd'hui les synagogues rouvrent difficilement, c'est parce que est-ce que les gens seront suffisamment adultes pour pouvoir se rappeler que la synagogue ne sera pas un lieu de rencontre, mais juste un lieu de prière, qu'on se parlera à une certaine distance pendant un certain temps. Sur ça, je suis incapable de vous répondre. Je crois que tout dépend en effet il y a à la fois ceux qui les gèrent et de la dimension adulte de ceux qui les fréquentent. Voilà, donc si on n'est pas face à des personnes, parce que le problème, ce n'est pas tellement soi, c'est de donner des exemples qui peuvent amener d'autres à contaminer d'autres personnes, surtout si ce sont des personnes âgées. Et sur cela, en effet, nous devons être dans une réelle vigilance. Moi, ce que je me permets de préconiser, c'est en effet des petits mini-animes de 10-15 personnes maximum, adultes, et qui ont un comportement adulte pour recréer à nouveau cette dynamique. Voilà ce que je peux me permettre de dire. Maintenant, ceux qui ont décidé de l'ouvrir et de laisser faire, c'est entre eux et eux-mêmes, mais évidemment, il ne faut pas oublier qu'on a une sacrée responsabilité et il y a des questions très lourdes qui ont été posées sur les responsabilités de ceux qui, se savant infectés, n'ont pas fait attention et se sont trouvés à fréquenter des univers dans lesquels ils ont malheureusement infecté d'autres personnes et chez qui les choses ont été parfois extrêmement graves, voire dramatiques. C'est là où, en effet, on veut dire Chacham Enav Berosho, quelqu'un qui a décidé d'être sage, il met ses yeux dans sa tête, c'est-à-dire il réfléchit non pas juste avec son regard, mais avec aussi son cerveau. Peut-être, si vous me permettez un tout petit mot de complément, pour avoir vu dans certains moments nos hôpitaux dans des situations qu'on n'avait jamais connues, hein, avec des réanimations pleines à craquer, des urgences et des tentes devant les urgences pour accueillir les urgences. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on doit dire des mesures sanitaires, mais ne pas les transgresser au nom de quelques principes que ce soit, en tout cas en tant que médecin, je vous le dis, me paraît au minimum irresponsable. Et au niveau de la halacha, au niveau de la loi juive, eh bien, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le statut de rodef, c'est-à-dire on peut considérer qu'une personne qui ne ferait pas attention aux règles serait vue par la loi juive comme étant quelqu'un qui poursuit une autre personne pour le tuer. Ça a été très clairement dit, parce qu'en effet, le savoir ou potentiellement être celui qui véhicule cela et ne pas prendre tous les principes de précaution s'appelle rodef, et d'aucune manière le prétexte de la prière ne peut mettre de côté ce principe fondamental de la Torah de ushmartemol le nafshotechem, d'être vigilant par rapport à soi et à plus forte raison évidemment par rapport à l'autre. Sur ça, il n'y a aucune forme d'ambiguïté quelle qu'elle soit. Autre question. Souvent, à cette période de déconfinement, nous sommes confrontés dans la relation à l'autre à une demande affective ou une forte attente de la part des autres. Comment gérer? Je lis la précision un peu plus bas qui dit que nous n'en avons pas la possibilité. Oui, moi, je serais tenté de dire que c'est plutôt bien, non, les demandes affectives. Quand il y en a, c'est bon signe, non, c'est narcissisant. Avec tout ce que je vous ai dit, alors tout à l'heure autour des neurones miroirs, de l'ocytocine, ça fait du bien au cerveau qu'on nous fasse des demandes affectives. Moi, je vois plus de gens en consultation venir me voir parce qu'ils ressentent
pas assez de demandes affectives autour d'eux que trop de demandes affectives. Je ne suis pas sûr que ça se gère plus facilement que l'isolement et l'absence de demande affective. Donc, ne gérez pas, prenez-les comme des indices de, j'allais dire, de stimulation sociale et puis de bonne santé même. Vous voyez, il y a des choses qui sont amusantes, qui sont montrées. C'est que plus on est en interaction sociale, pas forcément avec beaucoup de groupes, mais plus on est capable d'interagir socialement, plus on mange sainement. Vous voyez, pour manger sainement, il ne faut pas uniquement manger en fonction de sa faim immédiate, il faut manger aussi en fonction de projections qu'on a, le regard de l'autre, de l'importance que peut avoir le regard de l'autre, des projections qu'on peut avoir sur sa santé. Donc, quand on est porté par les demandes affectives de l'autre, donc moi, ça ne me fait pas peur du tout, cette question de la demande affective. Si je peux me permettre, et qu'est-ce qu'on fait quand la personne en face ne peut pas y répondre ou a peur d'y répondre? Oui. On appelle le Rav Lemel, non? Ah. Vous répondez dans ces cas-là en urgence, non? Vous faites des choses. Alors, c'est moi qui ai posé la question, donc je vais devoir me donner à moi-même la réponse, c'est super. Évidemment que la demande affective, c'est… Alors, bien sûr, on a besoin tous de 3 choses pour se sentir bien. De manger, de dormir et de bras. On est d'accord. Maintenant, parfois, les bras ne peuvent pas être présents pour différentes raisons, et ne serait-ce que par peur de contaminer ou de contamination. Mais je pense qu'on peut faire passer des messages sur l'envie que l'on aurait de répondre présent, c'est-à-dire de dire « mais qu'est-ce que j'aimerais te prendre dans mes bras, mais qu'est-ce que j'aimerais ?» Mais là, aujourd'hui, la situation fait que pour l'instant, ce n'est pas techniquement possible, et à partir de là, verbaliser tout ce que l'on voudrait faire passer à travers le geste, à travers le mouvement, à travers tout ce qui est du domaine de la demande affective. Je crois que la verbalisation de la réponse que l'on aimerait avoir vis-à-vis de l'autre, au niveau d'une demande affective qui serait peut-être plus corporelle, plus charnelle, même si, pour des raisons parfois tout simplement de peur de contaminer, que sais-je, on n'est pas prêt à répondre présent parce qu'on a peur pour soi ou pour l'autre, c'est déjà aussi énorme. Et comme on vient d'entendre, et dire ô combien ça nous touche de voir que cet autre a envie de venir vers nous dans différentes dimensions, eh bien, ça peut quand même, je pense, beaucoup, beaucoup nourrir. Autre question, on a, je pense, encore quelques minutes et après, on va conclure. Alors, c'est une question qui est adressée au Rav, mais je pense qu'elle s'adresse aux deux. En cette période de déconfinement, dès que nous remarquons que nous n'avons pas tout fait ce qu'on aurait dû faire, prise de conscience d'avoir perdu son temps, comment réagir? Merci de me parler de moi-même. C'est très gentil à travers cette question. On l'a tous, évidemment. Et on ne l'a pas qu'en période de confinement, évidemment. D'abord parce qu'on se rend compte qu'on a pu faire beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on se dit, mais pourquoi je ne les ai pas faites plus tôt? Il y a un grand principe dans la tradition juive, En mitpalolim al shavar, on ne prie jamais sur le passé. Ça ne sert à rien. Et j'avais entendu un jour d'un maître exceptionnel, le rabbi de Kaliv. Vous savez, c'est un maître qui a vécu les expériences de Mengele à Auschwitz, qui est sorti donc rabbi, enfin il n'était pas rabbi à ce moment-là, mais le seul rabbi chassidique sans barbe, qui est parti de ce monde il y a quelques années de manière très âgée. Et quand j'étais adolescent, il était un jour à Paris et il nous avait dit l'enseignement suivant. Il avait donné l'enseignement à propos de Lot. Vous savez, Lot, c'est le neveu d'Abraham qui sort de Sodome et Gomorrhe. Et ceux qui le font sortir de Sodome et Gomorrhe, ces fameux anges, lui disent alors, ça veut dire fais attention à toi, ne regarde pas derrière. Pourquoi? Parce que ne regarde pas maintenant cette ville qui va être détruite alors que tu y avais été. Mais lui nous a dit il y a une seconde lecture fondamentale pour l'existence. Tu veux sauver ta peau, ne regarde pas sans arrêt en arrière. Avoir un passé ne nous empêche pas d'avoir un futur. Au contraire, il faut se dire c'est génial. La prise de conscience que j'ai à l'instant T, c'est aujourd'hui et pas demain que je l'ai eue. Donc j'ai déjà un jour d'avance sur la prise de conscience que j'aurais pu avoir demain. Et c'est au contraire utiliser ces moments dans lesquels on a réalisé certaines choses pour se dire mais c'est génial, il y a encore tellement de belles choses à faire, et à partir de cela, avancer, progresser et ne surtout pas s'enfermer dans un regard sur le passé qui est sclérosant et qui quelque part nous empêche de créer un futur.
Alors moi, si vous me permettez, je vais vous donner deux réponses qui sont pas du tout médicales. Il y en avait une du président Mitterrand qui était formidable. Le président Mitterrand, il disait: on ne fait jamais que ce qu'on n'a pas le temps de faire. Voyez, il faut ne pas avoir le temps de faire les choses pour arriver à les réussir. Quand on vole du temps, c'est quand même mieux que quand le temps nous est offert. Et ça, on en a découvert. Puis il y avait une autre qui était de Sacha Guitry qui disait: j'espère qu'un jour j'aurai le temps de lire vraiment tous les livres que j'ai recommandés à des amis et auxquels j'ai dit que la lecture et dont j'ai dit que la lecture était indispensable. Et il y a vraiment une différence entre ce qu'on a envie de faire, même ce qu'on conseille, et ce qu'on fait vraiment. Mais tout ça me paraît totalement naturel. Je vois qu'il y a encore 2 questions, donc on va essayer d'y répondre et puis on conclut. Allez-y. Comment faire quand on vit avec une personne qui est très toxique au quotidien, qui ne se rend pas compte de sa toxicité et ça procure un stress noir chez tous les membres de la famille? On vous demande une consultation, la professeure. Oui, alors là, ça va être, on attaque le tarif de nuit, là, hein. C'est mes psychiatres de garde, là, qui vont répondre. Moi, j'aime pas ce mot toxique. Pardon de vous le dire comme ça, mais derrière toxique, j'entends souffrance. Et quand on me parle de personnes toxiques, moi, j'entends personnes en souffrance, et j'entends personnes en souffrance non traitées. Parce que qu'est-ce que c'est les relations toxiques? C'est deux choses. Soit deux personnes qui ne s'entendent pas, et bien dans ce cas-là, si c'est deux adultes, ils vont en tirer les conséquences. C'est vraiment l'histoire dure. Ou c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et vous voyez, je pense qu'à un moment, il faut être capable de ne pas uniquement voir l'aspect relationnel et de voir ce qui peut être, par exemple, d'une prise d'alcool, de mouvements d'humeur inadéquats, de comportements inadéquats, et pas, alors c'est là où on disait, pas vivre uniquement dans une logique du XVIIIe siècle et se dire que vis-à-vis de ce qu'on appelait avant des comportements toxiques, vous savez, on a dit des fous, on a dit des déviants, on a dit des choses comme ça, on a aujourd'hui un corpus de connaissances et de pratiques psychologiques, biologiques, pourquoi pas médicamenteuses, qu'il est, de mon point de vue, criminel de ne pas utiliser. Question suivante, et je pense que ça va être la dernière ou l'avant-dernière. Un instant, j'essaie de la retrouver. Pour certaines personnes, cette période nous a créé énormément d'angoisse et de notions, par exemple, avec le fait on entend plus de morts, de la fin de la vie et toutes ces choses-là. La question n'est pas très claire. Oui, et donc, cela continue. Le Nous sommes en guerre du président a aussi traumatisé. Comment faire pour gérer tous ces traumas? Est-ce que vous voulez commencer? Alors, je vais commencer avec une réponse très courte. Lorsqu'on est dans une période pareille, je crois qu'à un moment, il faut aussi savoir s'arracher à tous les médias qui véhiculent sans arrêt des informations qui sont souvent vraies et ne pas, à un moment, être trop en focal sur eux. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça ne sert à rien d'entendre en boucle encore et de recevoir encore et encore des messages sur les drames, sur la difficulté et tout. Il y a une épidémie, il y a le Covid, on a besoin d'avoir des infos sur c'est quand le confinement, quand ça s'arrête, quels sont les gestes barrières, à quoi il faut faire attention, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'être sans arrêt dans ce besoin de savoir, qui est générateur chez certaines personnes d'angoisse. Ça, c'est la seule chose que je peux me permettre de dire. Et donc, évidemment, peut-être arrêter d'être happé par cela. Et ne serait-ce que cela, c'est déjà peut-être un premier pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis quand même aussi dire que nous n'avons pas le même niveau de vigilance ou d'angoisse vis-à-vis de toutes les formes de mort. On nous a annoncé les morts du Covid. Un certain nombre de médecins auraient souhaité qu'on annonce aussi d'autres nombres de morts par d'autres choses. Quand nous disons les morts induites par le tabac, les morts induites par l'alcool, les morts par suicide, ça c'est dans ma discipline. Et au fond, on a découvert quelque chose qui était quand même une réalité, qui était au fond cette réalité de la maladie et de la mort. On a besoin d'une part de déni pour vivre tranquillement, mais là, notre déni et notre sentiment d'invulnérabilité en a pris un coup, mais je pense qu'il va se remettre en place.
Alors, il est 11h moins 10, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je voulais évidemment tout d'abord remercier le professeur Lejoyeux. Est-ce que vous avez éventuellement un petit mot de conclusion à partager avec nous? Peut-être juste vraiment, puisqu'il y avait peut-être des difficultés de micro tout à l'heure, vraiment vous redire que tout ce qu'on a dit de la relation à l'autre, du sens, c'est complètement illuminant, si j'ose ce barbarisme, pour une vie, mais c'est aussi sous-tendu par des mécanismes biologiques tout à fait objectifs. C'est-à-dire qu'on a véritablement une machine à produire des émotions et à produire de la santé qu'on peut déclencher en nous. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui traverse toutes les études que j'ai pu vous citer et dont je voulais dire un mot, c'est la conscience de ces actions. Parce que vous pouvez faire des choses formidables et pas vous en rendre compte. Ceux qui sont restés, là je vois que vous êtes 133, hein, vous avez vu, on arrive même à faire du son, maintenant on est devenu avec un téléphone, enfin vous êtes 133 à être restés, et bien, vous avez fait une action qui avait du sens. Vous avez exprimé une motivation et vous êtes allé jusqu'au bout de votre motivation. Et peut-être que, vous voyez, moi je vais vous donner un truc. Peut-être qu'il faut tenir un petit journal ou un petit carnet. Vous savez, les psys aiment beaucoup ça, surtout les psys qui travaillent dans mon registre, qui est la thérapie comportementale, où vous soyez capable de noter toutes ces actions extraordinaires que vous avez faites. On a tendance à se souvenir des moments d'angoisse, et on en a parlé beaucoup ce soir, des moments de stress, des moments où on se fait des reproches. On a tendance à oublier les moments qui ont été plus chargés en lumière, plus chargés en émotions positives. Donc il faut faire un petit effort. Pour terminer, pour vous faire rire, il y a une étude allemande qui vient de sortir où on demande à des Allemands trouver le nombre de mots que vous êtes capable de dire sur votre voisin pour en dire du bien et trouver le nombre de mots que vous êtes capable de dire sur votre voisin pour en dire du mal. Et bien, ce qui montre, c'est qu'on trouve 2 fois plus de mots pour dire du mal de son voisin. C'est plus facile, ça vient plus vite. Donc, c'est pareil pour soi. Moments qu'on a eu positifs, il faut peut-être les sursouligner pour pouvoir les garder, puis les relire dans les épisodes éventuellement un peu moins faciles. Et puis tout ça pour aussi, et je voudrais terminer en remerciant le Rav Lemel, son énergie d'organisation, la confiance de tous ceux qui sont autour, l'animateur qui a fait un boulot digne. J'avais l'impression d'être à Houston, mais de temps en temps, il m'appelait comme dans la tour de contrôle. Donc c'était un moment extrêmement agréable à partager avec vous. Alors, un grand merci. Eh bien, ma conclusion, ça sera que tout simplement, vous venez de citer un enseignement de Rabbeinu Yonah de Gérone, de l'époque donc de Maïmonide, qui nous dit qu'il est important que quelqu'un connaisse d'abord tout ce qui va chez lui, tous les points positifs, toutes ses réussites, avant de s'attarder sur le reste. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans tous les domaines. Je vous remercie encore pour le temps que vous prenez, parce que sachez que le professeur Lejoyeux a beaucoup de choses à gérer dans tous les domaines et j'apprécie énormément votre disponibilité et surtout tout ce que vous nous apportez et qui nous permet en effet de continuer à progresser dans tous les domaines. Merci moi aussi à l'animateur qui a géré ça de main de maître. Merci à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse d'être présentes avec nous pour pouvoir partager ces moments. Je nous souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonnes choses dans tous les domaines, que nous n'ayons que des très bonnes nouvelles les uns avec les autres. Et citer tout simplement un verset en conclusion, c'est le roi David qui dit « Samchenu kimotini tanu », il demande à Dieu de nous réjouir à la hauteur des difficultés qu'on a pu vivre et bien que toutes nos joies soient surdimensionnées dans tous les domaines. Amen, amen. Merci pour votre écoute et Laïla Tov à tout le monde.